Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles. Et cette fois-ci, Let's Fac. Nous allons continuer la foire aux questions. Alors avant tout, je voudrais dire 2-3 points. Parce que là, j'ai dû mettre en ligne la première partie de la foire aux questions. Et je dois vous remercier parce que entre temps il y a eu la foire aux questions de Anthony du Ciné Raté. Et bah franchement, au niveau de la qualité des questions, on est vraiment à des milliers de kilomètres. Je vous remercie vraiment pour la qualité de vos questions. En plus, je pense que vous savez que du fait de la qualité de l'émission. La qualité de l'émission, vous avez donné des questions de qualité, ça veut dire que l'émission de Ciné Raté est pas terrible. Non, je veux dire par là que franchement la qualité, je veux dire de recherche des questions pour les personnes qui en ont posé au Ciné Raté, à Anthony, mais c'est extrêmement pauvre, c'est presque insultant pour l'art qu'est le 7e art, alors qu'on pourrait poser des milliards de questions, mais des trucs complètement délirants, et on en revient des questions, mais c'est tellement bas de gamme, c'est incroyable. Ça, je comprendrais pas. Hein. C'est pour ça que pour toutes vos questions ont été bien, et je vous remercie encore une fois. Sachez que je vais prendre vraiment mon temps. Si la foire aux questions dure 4 heures, elle durera 4 heures. Il faut savoir qu'à un moment, dans le cadre de l'université, voilà, ça va encore faire allonger la foire aux questions. Dans le cadre de l'université, on devait faire des interviews d'étudiants. Enfin, c'était pas vraiment ça, mais bon, bref. On devait faire des interviews et moi, je me suis dit, je vais interviewer des étudiants en cinéma qui parlent de leur rapport au cinéma. Donc, on a fait des interviews. Elles variaient entre 15 et 20 minutes. Et puis après, il y a le caméraman qui m'a dit « Ah mais tu devrais passer devant la caméra et parler. » Moi je dis « Bon d'accord. » Et bah grave erreur, parce que l'interview n'a pas duré 15 minutes, elle n'a pas duré 20 minutes, mais elle a duré 2 heures. Et ils ont dû arrêter parce qu'ils n'avaient plus de cassette. Donc moi je parle beaucoup quand je suis lancé, je peux plus m'arrêter. C'est pour ça aussi que les questions, je prends du temps à y répondre et de faire le tour et de faire du hors-sujet avant de revenir à la fin sur la question. Donc je m'excuse encore une fois, mais c'est comme ça que je parle quand on me laisse délirer tout seul. Donc je vais commencer cette foire aux questions avec toutes les questions de Mister Aurore, et il en a posé beaucoup et je l'en remercie. Avec d'abord cette question: combien prends-tu de temps pour écrire une analyse? Et je suppose que par là tu veux aussi demander comment ça se passe, comment je fonctionne pour faire une analyse, non pas seulement l'écriture est complètement mineure, mais c'est tout le travail qui est derrière. Alors d'abord il y a la sélection, et du coup je vais faire une réponse combo avec la question de Dotprod qui me demande comment choisis-tu une œuvre à analyser. Donc je vais répondre aux deux directement. D'abord à celle de Dotprod parce que c'est la base d'une analyse de séquence ou début d'une analyse de film. Comment je procède pour sélectionner un extrait ou un film? Premièrement, ça dépend de ce que j'ai en stock, mais étant donné que j'ai une sacrée digitalothèque, on va dire, de films, ça pose pas de problème. C'est un peu spécial, moi, comme je procède beaucoup au coup de cœur, mais des fois, je ressens la mise en scène. Je sens qu'il y a eu un travail de mise en scène derrière, qui a un langage cinématographique qui s'est déployé dans la séquence, précisément dans celle-ci. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse follement comment on utilise le langage cinématographique pour faire de la narration, pour créer de l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle tend à se perdre. C'est un constat pessimiste de ma part pour les années 2000, mais elle tend à se perdre, et moi j'avais aussi envie de faire partager des leçons de cinéma. C'est un peu ça. De réalisateurs connus, de réalisateurs qui ne sont pas connus mais dont le travail mérite d'être connu. Des séquences assez spéciales comme Conan le Destructeur, la séquence du miroir avec ce monstre qui apparaît depuis les miroirs. Voilà, c'est un truc assez... Des fois des séquences qui font un peu à part dans le film, qui sont un peu à part, dont on pourrait l'extraire et on comprendrait très bien ce qui se passe. Des séquences qui se suffisent à elles-mêmes, permettent justement une analyse des fois assez fine. Des séquences qui font écho au cinéma. Ça j'aime beaucoup aussi. Ça dépend vraiment ce qui est la grande force
de Cinefiles, de mon émission, de mes analyses, c'est que je peux aller à peu près dans tous les sens. Je n'ai pas on va dire une ligne éditoriale, une ligne directrice, donc je peux un peu taper dans ce que je veux, et ça c'est très plaisant. Je m'étais pas fixé un objectif précis, j'avais envie de faire des analyses pour témoigner des fois de l'ingéniosité de réalisateurs, et finalement aussi pour m'entraîner moi-même à avoir une réflexion de mise en scène. Je me suis fait une liste. Il doit y avoir, je sais pas, 200 scènes que je voudrais analyser, et la liste n'arrêtera pas de s'allonger, donc j'ai encore du pain sur la planche. Mais oui, je fonctionne un peu comme ça, un peu au coup de cœur, comme ça. Tout d'un coup, il y a une scène qui me saisit, alors j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et bien sûr, vous le savez tous, je fonctionne aussi à la demande. Vous pouvez me demander d'analyser une scène, et moi je vois si c'est possible, et souvent j'ai répondu, pour l'instant j'ai jamais dit non. Donc ça c'est la sélection. Après je fais la lecture classique, je regarde le film, je regarde les séquences, je la regarde autant de fois qu'il le faut, je fais des screenshots, je prends des notes. Alors les notes ça a bien changé, la première analyse, donc celle de Gladiator, j'avais pris pas beaucoup de notes, plutôt des mots-clés qui me permettaient après d'improviser sur ce mot-clé. Et je faisais vraiment beaucoup d'arrêt sur image, arrêt sur image et tout ça. Après, les notes ont commencé à se rallonger. Je prenais de plus en plus de pages pour éviter le hors-sujet. Et aussi pour éviter autre chose que je fais souvent, malheureusement, c'est que je bégaye. Je me redis. J'ai des analyses qui mènent nulle part, pas à un point important, et tout ça, je dois l'enlever au montage. Je ne veux pas vous fournir une track remplie de problèmes sonores, d'hésitations, de répétitions, d'analyses qui ne servent à rien, d'apartés qui ne servent à rien, et donc je nettoie mon son. Je le nettoie. Ça c'est après l'enregistrement, c'est l'étape la plus chiante, c'est le cas de le dire. Le montage c'est rien du tout, moi j'adore monter donc c'est pas un problème, mais le nettoyage du son, c'est-à-dire enlever toutes les petites parties qui m'intéressent pas, alors ça prend du temps. Quand vous avez parlé pendant 50 minutes, pendant 1h20 à propos d'un film, et que vous voyez après qu'il faut retravailler 1h20 pour finalement un résultat de 40 minutes tout monté, c'est-à-dire avec aussi les vidéos sans les commentaires, eh bien je peux vous dire que balayer le son c'est pas agréable, hein. Mais bon, c'est comme ça que je procède, et donc le fait d'avoir beaucoup plus de notes maintenant me permet de mieux orienter ce que je vais dire. C'est peut-être un peu moins improvisé maintenant ce que je fais, mais ça me permet de mieux m'orienter, d'orienter un peu mon jugement, enfin d'orienter mon analyse, et également d'avoir déjà eu un premier balayage analytique sur la scène. Et à partir de ces premières notes, d'un premier regard, eh bien des fois je développe une seconde approche, j'approfondis ce que j'ai déjà noté dans mes réflexions sur papier. J'enregistre en même temps de regarder la séquence, donc des fois j'ai des nouvelles idées qui se rajoutent sur celles que j'ai déjà notées, donc ça fait quelque chose d'encore plus profond, et justement ces choses qui me viennent comme ça, et bien là c'est de la pure improvisation, donc là c'est pas mal aussi. Donc après enregistrement, truc classique, je mets le casque pour pas qu'on entende le bruit du film qui va être capté par mon nouveau micro. Le son, travail du son, j'utilise Audacity pour découper tout ça. Des fois j'enregistre on va dire 32 minutes de commentaires, juste le commentaire, et à la fin quand j'utilise l'audio nettoyé sur le logiciel de montage, c'est des fois 15 minutes, 14, 13 minutes de commentaires. Donc je réduis énormément. Après tout le matériel vidéo, la séquence, les images, les vidéos additionnelles, quelques vidéos sur le film comme ça pour meubler le temps que je présente le film au départ, voilà, ça fonctionne assez vite. Et après le montage, extrêmement simple, moi je le fais en une après-midi. Après il y a toujours les détails à fignoler, le mixage du son, c'est-à-dire trouver un bon volume pour la voix du commentaire, le son du film, et éventuellement le son de la track sonore de la musique que je mets en fond. Voilà, pour créer une espèce d'ambiance pendant que j'analyse la séquence. Et en dernier lieu, eh bien, il y a éventuellement les textes que je vais après mettre sur la description de Vimeo, qui correspondent bien sûr
à la description de l'extrait, avec des fois des éléments que j'ai oublié de dire dans la séquence et donc que je rajoute en texte pour avoir quelque chose de bien complet. Voilà comment je procède pour faire une analyse, et bien sûr tout ça je le fais tout seul, je n'ai pas d'aide extérieure. Deuxième question de Mister Aurore, quel regard portes-tu sur tes analyses ? Que penses-tu personnellement de tes vidéos lorsque tu les regardes? Ça t'a vraiment posé exactement les mêmes questions à Anthony du Ciné Raté, mais je ne t'en veux pas, absolument pas, ce sont des questions intéressantes. Je trouve qu'il y a une évolution, claire et nette, dans la façon dont je m'exprime, dans l'analyse même. Je redécoupe mieux le son. Je suis jamais satisfait totalement d'une analyse, parce qu'après je vois toujours des problèmes, mais des problèmes techniques. Mais je trouve qu'il y a une véritable évolution entre la première analyse et ce que je fais maintenant. Donc ça c'est vraiment bien. C'est très agréable, parce que j'en fais tellement, là j'en ai quand même fait 50, que des fois je regarde une analyse que j'ai déjà faite juste par plaisir. Pas forcément pour le plaisir d'écouter ma voix, mais tout simplement par plaisir d'écouter l'argumentation. Et des fois ça me redonne des idées pour de nouvelles analyses. Donc ça c'est vraiment bien. Mais je pense que quand j'ai terminé une analyse, j'ai tout fait moi-même. Et donc j'ai vraiment du mal à voir le produit fini, tout seul. Moi je sature complètement. C'est pour ça que je demande toujours à quelqu'un de voir l'analyse avec moi. Comme ça je le supporte plus. Je supporte plus la vue de la vidéo. Je demande souvent à mon frère de me dire s'il y a des grands problèmes, parce que moi je sature complètement. Je n'ai aucun recul sur la vidéo. Et pourtant il faut les poster régulièrement. Oui, là j'ai besoin d'aide. Quand j'ai terminé une vidéo, j'en peux plus. Parce que j'ai travaillé le son, l'image, voilà. Après il y a des trucs de fignoler, après il faut faire des rendus pour voir si toutes les transitions sont bonnes, et après il faut continuer, tout ça. Et à la fin je sature complètement, je peux même plus voir s'il y a des problèmes. Et ça me fait tellement... Voilà, c'est psychologique là, mais... mais voilà, je sature complètement et j'ai besoin de recul. Et donc c'est pour ça que je demande toujours à mon frère de voir si tout se passe bien au niveau de la vidéo. Donc voilà, ça c'est le plus pénible peut-être. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ce que je fais. Je suis assez dur quand même avec moi, mais je trouve que ça n'annonce que du bon pour la suite. Maintenant j'y pense, je terminerai sur ce point là pour cette question. J'ai des fois un petit peu peur de ne pas avoir grand chose à dire sur la séquence, parce qu'il y a des éléments que j'avais déjà développés dans d'autres séquences et que je me dois de répéter dans celle-ci. Par exemple, vous m'avez souvent entendu parler de lignes de 180 degrés ou des idées de focalisation, voilà, des choses comme ça, et qui reviennent tout le temps. Et des fois j'ai l'impression que je me répète tout le temps dans l'analyse et que finalement elle sert un peu à rien. Donc j'essaie toujours de trouver un élément nouveau dans la vidéo qui puisse susciter l'intérêt. Et ça c'est peut-être le plus grand défi, c'est toujours renouveler quelque chose et ne pas rester sur ses acquis en termes d'analyse. Ça c'est très très compliqué. C'est pour ça que je propose des vidéos aussi diverses que variées dans le contenu, dans le genre et tout ça. Troisième question, que penses-tu du cinéma américain? Trouves-tu qu'il y a trop de remakes, reboots, etc. Ou y es-tu indifférent? Il y a toujours eu des remakes. Même à la naissance du cinéma, il y a déjà eu des remakes. La sortie des Usines Lumière, je crois qu'il y a eu 3 versions. Ben-Hur avec Charlton Heston, c'est un remake d'une version des années 20. En France, on fait aussi des remakes. L'Auberge Rouge, ce n'est pas exclusivement américain, et c'est, on peut dire un peu facilement que c'est une réappropriation de l'univers. Oh là là, c'est juste l'expression qu'il faut dire pour pas dire remake, hein, parce que c'est des remakes. Si le remake il est bien, moi j'étais très content de True Lies, hein. J'étais très content de True Lies, qui est un remake de La Totale, film français, avec Arnold Schwarzenegger. Là ça prend tout de suite une autre dimension. Mais j'étais pas du tout déçu, hein. Après il y a des remakes qui sont un peu inutiles, mais il faut bien comprendre que les Américains ils ont pas tellement de compagnie de doublage. Eux ils ont tellement de pognon qu'ils peuvent se permettre de refaire un film que plutôt lui trouver des doublages et des sous-titres. C'est juste une autre façon de penser. Je pense pas qu'il faut haïr ça. Après c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une concentration, il y a une augmentation importante des remakes et des reboots. Et maintenant que j'y pense, c'est une façon de sécuriser, d'essayer de sécuriser son audience. Parce que je prends par exemple
le remake de Conan le Barbare, film original de John Milius dans les années 80. Ils ont fait un remake en 2011. Ils savaient qu'il y avait beaucoup de fans qui suivraient ce projet. Ils ont fait, semble-t-il, une adaptation au niveau du personnage plus fidèle que ce qu'a fait John Milius. Au niveau du personnage, hein, je dis pas au niveau de l'univers, mais au niveau du personnage, ça avait l'air, voilà, epic fantasy, c'est un peu le mot. Mais le problème, c'est que l'on confie à quelqu'un de trop jeune. Quelqu'un qui n'avait pas été particulièrement bon dans ses films précédents. Et du coup, la mise en scène est pas intéressante. La mise en scène de Conan le Barbare était vraiment très intéressante. Et j'analyserai, j'ai déjà prévu une analyse. Ceux qui étaient sur Facebook, ils ont vu une analyse, mais la mise en scène de Conan le Barbare de Milius était plus intéressante que ce qu'on nous proposait là. On essaye de faire des remakes parce qu'on pense que le public du film original va suivre le film qui va être fait, le remake. C'est une façon d'essayer de sécuriser l'argent en proposant une réappropriation, une réadaptation dans le temps moderne d'un film ancien. Il va par exemple y avoir un remake de Carrie, le film de De Palma. Un coup de jeune. On peut dire ça, un coup de jeune. Dans un certain sens, Le Masque de Zorro de Martin Campbell, j'en ai fait une analyse, elle est complètement délirante, mais c'est une sorte de remake, de réappropriation de la série, voilà, des années, je crois, 50-60, et ce film est vachement bien. Je pense que c'est une réappropriation, mais ce qui est délicat, c'est que nous avons l'original dans la tête. Et donc nous faisons une comparaison qui peut tout de suite un peu être délicate puisque nous ne sommes pas dans les mêmes univers. Après, tout ce qui est reboot, là je pense surtout à Spider-Man, hein. Ah, mais c'était n'importe quoi ça. Le reboot, c'est des fois juste pour des histoires de licence, des histoires commerciales, c'est plus ça, hein. Et les préquels et tout ça, bon ça c'est de la flûte, c'est pour continuer à surfer sur je pense à Prometheus là, alors pourtant tout le monde dit non c'est pas un préquel, c'est une nouvelle saga. Ah oui, alors pourquoi ils ont mis les ingénieurs et les aliens à la fin? Il faut aussi être un peu, non mais c'est aussi les coups de gueule, ça c'est n'importe quoi. Non mais franchement Prometheus il m'a trop déçu, parce que justement on attendait à quelque chose de vraiment incroyable et nouveau, mais à part la direction artistique du film, tout ce qui est décor et les effets spéciaux, moi ce film est pas bien quoi, clairement. Et tout ce qui est suite, alors franchement les suites ça va, maintenant que j'y pense, Men in Black 3 était pas si mauvais, il était un peu spécial, j'en ferai une critique je pense quand il sortira. Son origine, pour reprendre une question de Gans Fan, à qui que je remercie chaleureusement d'avoir participé, Gans Fans me pose la question: qu'est-ce qui selon toi provoque cette vague de remake et de reboot à Hollywood? Je pense que c'est toujours été le cas. Je parlais de Ben-Hur, mais il y a eu également La Mouche de Cronenberg. C'est une réappropriation, on va dire un remake de La Mouche qui datait déjà d'il y a pas mal de temps, de plusieurs dizaines d'années, je ne sais plus exactement, mais de plusieurs dizaines d'années. Si on cherche un petit peu, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de films qu'on aime bien, qui sont des remakes ou des réappropriations scénaristiques de films bien plus anciens. La Momie de Stephen Sommers, c'est absolument formidable. C'est une grande épopée d'aventure, vraiment un élément. Ça, c'est un film d'aventure, La Momie. Eh bien, La Momie, c'est aussi un remake des années 30. Frankenstein est aussi un remake de vieux films des années 30. Le Dracula de Coppola. Alors bien sûr, le Dracula de Coppola, non, c'est une nouvelle adaptation. Bah oui, ça reste toujours le problème. L'adaptation ou remake, ça reste la même trame scénaristique, bien entendu. Ah oui, il faut que j'en parle aussi de ça, l'adaptation. L'adaptation, c'est peut-être le truc que je hais le plus au cinéma. L'adaptation. On va adapter... après, le film peut être bien, mais le concept même d'adaptation, je trouve ça complètement con. On va adapter la vie d'un personnage historique au cinéma. On va adapter un livre. On va adapter un jeu vidéo. On va adapter une peinture. Ça a même été fait, la jeune fille à la perle. Voilà, on va adapter, on va faire un film sur un tableau. Voilà, formidable. Je trouve que c'est d'une flemmardise des plus incroyables. Parce que
eh bien l'univers est déjà construit. Le scénariste, il a juste à faire le script et c'est parti. Il n'y a plus un véritable quelque chose qui sort directement du cerveau du scénariste. Et ça manque cruellement aujourd'hui. Il y a toujours des adaptations de quelque chose. On ne peut plus créer par soi-même. C'est extrêmement saoulant. Après, je dis pas qu'on peut être influencé par telle ou telle histoire, mais c'est très chiant de constater qu'aujourd'hui, sur beaucoup de films, il y a toujours adaptation de quelque chose. C'est la plaie. Je parlais de photo-obsession. Photo-obsession est issue purement et simplement de l'esprit du réalisateur qui a fait son scénario, il a fait son script et il est parti. Et ce n'est pas l'adaptation de romans, de nouvelles, d'articles, de peintures, de jeux vidéo. C'est uniquement issu de son cerveau. Et ce film est absolument génial. Donc c'est là, il y a toujours des gens qui peuvent y arriver à créer des films à travers un scénario original. Les films d'animation sont peut-être les plus audacieux au niveau du scénario. Il n'y en a pas beaucoup qui sont issus comme ça de nouvelles ou de trucs comme ça. Megamind est un film incroyable sur les super-héros. Wall-E est vraiment bon. Kung Fu Panda aussi. Le système, enfin le film marche vraiment bien. Cars est vraiment génial. L'Âge de glace. Donc il y a vraiment cette plaie de l'adaptation pour les films, les trucs dramatiques aussi. Enfin bon, bref. Voilà, ça c'est ma réponse. Si vous voulez plus d'informations, il faudra me le dire, que je fasse une vidéo spéciale ou je sais pas quoi. Mais si je devais être un peu plus synthétique, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et il faudra être habitué à ça. Voilà, c'est ma réponse finale. Il faudra être habitué à ça, oui, absolument. Ensuite, je continue sur la question de Mr. Aurore, encore. Quels sont les films que tu attends au cinéma cette année? Je vais très peu au cinéma. 5 fois par an. Ça dépend, des fois il y a des bons... Il y a une année qui propose plus de choses que d'autres, mais des fois c'est juste 5 fois par an. Donc, vous voyez un peu le tableau. Des fois, j'ai cruellement besoin de me changer les idées. Là, je vais au cinéma. Mais oui, voilà. Je vais au cinéma pour me changer les idées. Je ne vais pas au cinéma pour... faire des expériences ou voir des films dramatiques. Si j'ai envie de voir des films dramatiques, j'ouvre ma fenêtre et puis voilà quoi. Je vais vraiment au cinéma pour en avoir plein la gueule, pour quitter cette planète de fous, voilà, pour m'en aller et vivre des aventures incroyables. Donc moi je dirais comme ça grossièrement James Bond et le Hobbit. Comme ça vraiment grossièrement et sans avoir vu le programme, ce serait James Bond et le Hobbit. Et encore James Bond, je suis pas sûr. Et encore le Hobbit, je suis même pas sûr encore. Parce que je serai ailleurs quand ils sortiront et donc je ne sais pas si j'aurai de l'argent pour aller au cinéma pour les voir. Donc on verra tout ça. Mais franchement, je vais très peu au cinéma et je me déplace vraiment quand j'ai envie de voir le truc. Et même s'il est un peu tentant, mais s'il y a la moindre hésitation, je n'y vais pas. C'est très cher. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très cher par rapport à une certaine époque. Donc moi je vais pas commencer à dépenser mon argent tout le temps ou avoir des cartes. Il faut absolument la rentabiliser, donc il faut aller tant et tant de séances par mois et tout ça. Non, moi ça m'intéresse pas, je veux vraiment y aller quand je veux et quand je le désire. Et là c'est bien sûr, c'est le problème, c'est que la marketing nous dit « Ah, il faut absolument voir ce film au cinéma, sensationnel, avec des effets spéciaux, tout ça », il nous envoie plein de bandes annonces et finalement on se sent obligé d'y aller parce que voilà, ça a l'air intéressant, mais c'est le marketing qui vous donne l'impression que c'est intéressant et en fait le film il est tout pourri. Moi je me bats aussi contre le marketing, je regarde beaucoup de bandes annonces, mais ma sensibilité m'indique quand ce film mérite d'être vu et d'être soutenu financièrement. Parce qu'il s'agit aussi de ça, d'aller au cinéma. Ce n'est pas simplement on va aller au cinéma pour voir un film. Vous allez au cinéma pour soutenir financièrement un projet de film. Le succès d'un film, presque le succès de tel ou tel type de cinéma, dépend de vous, public. Faut bien aussi vous mettre ça dans la tête. Si tout le monde disait non à la technologie que nous proposait Avatar, eh bien la performance capture se serait cassé la gueule. Et donc vous vraiment, quand vous allez au cinéma, c'est pour soutenir une idée, soutenir un projet, soutenir un réalisateur. Et ça peut faire vraiment la différence. Bien sûr, tout seul, vous sentez que vous n'avez pas de poids,
Mais imaginez que des millions et des millions de jeunes fassent exactement la même chose que vous, et bien là tout d'un coup il y a un poids financier qui va aussi retomber après sur les types de distribution. Si tout d'un coup il y a un film, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un cours d'économie du cinéma. C'est absolument fascinant comment on distribue un film sur la planète. Je peux vous dire que moi j'ai assisté à des cours, c'est génial, mais c'est extrêmement compliqué. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spéciale économie du cinéma, distribution d'un film. Ça vaut le coup, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais sortir carrément de la question. Mais oui, je vais très peu au cinéma et je pense que ce sera James Bond et Le Hobbit que j'irai voir au cinéma. Voilà. Tu as encore une question. Aurais-tu un film méconnu que tu as aimé et que tu aimerais nous faire connaître? Il y en a plein. Comme j'avais dit, j'ai une liste à rallonge de films dont je voudrais vous parler. Il y a plein de films un peu vieux sur lesquels je voudrais revenir. J'ai déjà parlé de Photo Obsession qui n'est pas très connu, mais j'y reviendrai encore sur Photo Obsession. C'est un film vraiment incroyable, j'insiste sur ce film vraiment, mais pour moi c'était vraiment un grand film, c'est un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Il y a quelques films sur lesquels je vais particulièrement insister, personnellement. Ce ne sera pas à partir de films de commande et tout ça, mais sur des films sur lesquels je voudrais particulièrement insister. J'insisterai aussi énormément, quand je prendrai mon courage à deux mains, sur un film de 2000, American Psycho, qui est pour moi peut-être dans mon top 10 de mes films préférés, surtout au niveau de la mise en scène. Et voilà, le comble, c'est que je parlais juste avant de ma haine contre les adaptations, et American Psycho est une adaptation. Donc vous voyez déjà le contraste un peu dingue. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une adaptation, mais qui est extrêmement détournée, pour avoir une bonne distribution. Et voilà, il y a un tout toutes vos questions se regroupent toujours autour de la mise en scène et de l'influence après sur le public et tout ça. Pour répondre à ta question, oui. C'est horrible cette fac, elle est horrible cette fac. Oh là là, cette fois aux questions, elle me rendre chèvre. Oui, il y aura plein de films et je continuerai à vous présenter des films. J'ai aussi fait une analyse de Green Zone que je trouve incroyable, et que personne n'a aimé, personne ne connaît, personne n'a aimé. Enfin voilà, c'est complètement délirant. Mais moi, je suis aussi là pour vous faire partager un peu ce que je ressens, de vous faire partager des coups de cœur, mais à travers une analyse rigoureuse qui va mettre en avant la qualité du film. Je pense que c'est ça. Ce ne sera pas un travail de critique, mais l'idée est la même finalement, puisque je vous montrerai à quel point la mise en scène est à l'honneur et à quel point ce film mérite les éloges dans l'univers du cinéma. Et ça par un travail d'analyse. J'ai fini avec tes questions, Mr. Aurore. Je te remercie parce qu'elles étaient follement amusantes. Et je vais terminer avec Vincent qui m'a posé les questions depuis Facebook. Comptes-tu mettre en relation des films s'ils font partie d'une même saga? Et si tu as déjà traité l'un d'eux en analyse, c'est-à-dire, ce qu'il me demande, c'est est-ce que je vais faire une analyse comparative? À cela, je dis oui. Je ferai des analyses comparatives de séquences qui se répondent, voire même d'un remake et de l'original, voilà, des choses comme ça. Mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut avoir une véritable réflexion, il faut mettre en parallèle les deux. C'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, moi, je prends du temps pour ça. Et donc, ce sera pas pour tout de suite, mais j'ai envie d'en faire, ouais, absolument. Il me pose encore une question, c'est, je crois, la dernière. Que penses-tu du fait que le monde du cinéma français, pour pouvoir vivre, doit se soumettre au cinéma américain? Alors là, je suis pas du tout d'accord. Le cinéma français se porte très bien. Ce qui fait la force de notre cinéma, c'est qu'on produit beaucoup de films. On arrive à faire un peu comme les Anglais dans les années 30. C'est pas vraiment, mais si, quand même. Dans le principe, oui. Les Anglais, pour éviter que le cinéma américain les dévore, eh bien, ils faisaient plein de merde. Ils faisaient plein de films, mais c'était de la merde. Mais ils en faisaient. Et ils arrivaient à tenir bon face au raz-de-marée américain en proposant toujours des films anglais au box-office. Et bien là en France c'est un peu le cas. C'est pas vraiment des bouses, mais on fait beaucoup de films pour continuer à nourrir nos écrans et à avoir toujours un bon pourcentage de films français à l'affiche tous les mercredis face aux films américains. Après, il y a toujours un marketing complètement écrasant. Et les salles de distribution savent que entre le drame familial,
sur la Côte d'Azur et The Dark Knight Rises, il n'y a pas photo. Voilà, il y aura beaucoup de gens qui iront voir The Dark Knight Rises, donc ils savent très bien qu'il faut mettre certains films en avant plutôt que d'autres. Mais il y a des films qui ont vachement bien fonctionné. Bienvenue chez Ch'ti, personne n'attendait un petit truc comme ça et ça reste de la merde, mais les gens sont allés le voir parce que ça parle de la région, ça parle de la France et de ses différences, et ces différences qui forment finalement un tout, la France. Ça c'est très porteur, c'est un film très optimiste et les gens étaient sensibles à ça et les gens sont allés en masse regarder ça. Je sais pas quel film américain était à l'affiche aussi à ce moment-là, mais Bienvenue chez Ch'ti a super bien fonctionné. Qui aurait cru que des films comme Intouchables fonctionnent? Voilà, franchement, le cinéma français, on s'en sort très bien face aux Américains. Faut pas vous faire de bile, on fait ce qu'on peut. J'espère juste que ce qu'on fait en ce moment avec les vedettes de One Man Show et un peu les trucs un peu parodiques, j'espère que ça va un peu s'atténuer et qu'on va repartir sur autre chose dans les décennies à venir. Mais franchement, on s'en sort très très bien. Et bien sûr, il me parle de ça dans la deuxième partie, c'est le doublage. La force de notre cinéma aussi, c'est toute l'industrie du doublage. Alors bien sûr, oui, mais l'original il est mieux, certes, et je suis absolument d'accord avec vous. Mais on a, et là je parle en tant que futur technicien, on a énormément de compagnies qui font du doublage. Ce sont des gens qui vivent de ce métier de technicien pour le doublage. Il y a des acteurs qui sont spécialisés dans le doublage. Il y avait là récemment le décès de Mark Alphos, qui faisait la voix de Russell Crowe. Ce sont des acteurs à part entière et qui mobilisent leur corps et leur voix. C'est vrai que comme ça, c'est une pratique un peu étrange, redoubler un film. Mais ça fait vivre des tonnes de personnes. Ça fait vivre aussi un art, l'art du doublage. C'est pas facile de redoubler un film, mais ça fait vivre des traducteurs, des sous-titreurs, des adaptateurs, et des techniciens, des acteurs. Donc franchement, le doublage est une grande force. Il faut pas voir ça comme une espèce de boulet, même s'il y a des films qui sont mal doublés. Donc voilà, le cinéma américain ne nous écrase pas, parce que nous produisons beaucoup de films. Nous arrivons à instaurer une balance délicate, mais nous arrivons. De toute façon, nous avons un système assez efficace qui s'appelle le système du CNC. Sur le prix du billet, il y a tant et tant d'argent qui est reversé au CNC. Voilà, quand je vous disais que je pourrais peut-être faire une vidéo sur l'économie du cinéma, si ça vous dit, là, vous voyez, je reparle encore une fois. Il y a, je crois, 10% du prix du billet qui est adressé au CNC. Le CNC donne de l'argent pour produire des films français. Un film comme Avatar, qui a déplacé beaucoup de personnes dans les cinémas, eh bien Avatar, film américain, produit une petite partie de nos films français. Donc franchement, les Américains, ils se font un peu arnaquer par les Français, parce que les Français retirent de l'argent sur leur succès à eux pour faire des films nationaux. Donc je trouve que c'est plutôt ingénieux notre système. Et franchement, non, il faut pas trop s'en faire. Bien sûr, en termes de qualité esthétique, le cinéma américain nous explose complètement. Mais nous, on n'a jamais cherché vraiment à faire des blockbusters comme eux. Et dès qu'on s'y essaye, d'ailleurs, ça marche pas. Largo Winch, hein, suivez mon regard. Mais je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Et ça ne pourra que s'améliorer. Sur ces notes optimistes, j'ai terminé la foire aux questions. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques, de nouvelles analyses, de nouvelles émissions. Allez, salut!